Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le président de l'Académie royale de médecine de Belgique, mon général, Messieurs les représentants des ministres de l'Intérieur, de la Défense, de la Santé, Monsieur le président de la Commission pour l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence, Madame la directrice médicale des services de secours, elle va arriver, mes colonels, Monsieur Gabri, où est-il? Monsieur le président du MEDEX, Monsieur le président de l'Office médico-légal, chers confrères, chères consoeurs, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, permettez-moi tout d'abord de vous remercier infiniment d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme à notre invitation. Et je pense que la diversité des compétences que nous réunissons aujourd'hui est un gage de succès pour ce séminaire. Alors, vous aurez à votre disposition, durant toute l'après-midi, la possibilité de poser vos questions, de nous transmettre vos commentaires, les sujets que vous souhaitez voir discutés au cours de la table ronde. Nous les recevons en direct ici devant. Monsieur Zanella, qui est éditeur en chef du Journal du médecin, qui modérera notre table ronde, les reçoit et nous pourrons organiser cela. Alors, comme le temps sera court, je demande bien sûr aux orateurs de strictement respecter leurs 20 minutes de temps de parole. Il y aura un compteur de timing là-bas et il y aura discrètement notre gardienne du temps qui, comble de l'ironie, n'est pas encore arrivée. Elle m'a envoyé un message, elle avait un retard dans sa consultation. Elle va arriver. Et donc, 3 minutes avant la fin, petit carton jaune, 1 minute avant la fin, petit carton rouge. Et donc, de la sorte qu'on ne dépasse pas le temps de parole. Vous aurez chacun... on aura après chaque intervenant 5 minutes de temps pour des questions. Nous prendrons juste des questions plutôt techniques à ce moment-là qui permettent une réponse brève dans le temps. Et les questions plus globales qui nécessitent des échanges, des discussions, des interactions, nous les réserverons pour la table ronde. Donc, essayons d'avancer sans retard, de manière à ce que nous ayons tout le temps disponible pour pouvoir échanger et discuter au cours de cette table ronde. Je vous souhaite un excellent après-midi et j'espère que ce séminaire pourra vous apporter des choses intéressantes pour chacun d'entre vous. Et je cède la parole à M. Bon, bonjour à tous et à toutes. Je suis le professeur André Chêne de l'Université de Liège, interniste et diabétologue de formation, et je m'intéresse également à la pharmacologie. Et j'ai été promu et élu nouveau président de l'Académie royale de médecine de Belgique en cette année 2023. Donc je voudrais tout d'abord vous accueillir et vous remercier pour votre présence, également remercier les organisateurs pour le magnifique programme qu'ils nous ont concocté et dont on va vous parler dans quelques secondes avec notre secrétaire perpétuel qui va vous faire une petite introduction. Je voudrais juste terminer par une petite anecdote personnelle. Il se fait que j'ai failli être pris dans ces attentats de Bruxelles-Zaventem parce qu'il y avait un congrès qui se tenait à Lyon en mars, congrès de diabétologie, le congrès annuel de diabétologie francophone, et je devais théoriquement prendre l'avion à 9h du matin à Lyon pour Lyon. Il se fait que je fais partie du conseil d'administration de cette société et que le conseil d'administration se réunissait à 10h et donc c'était impossible d'arriver à Lyon. Et donc finalement je suis parti la veille et toute une série de mes collègues diabétologues francophones étaient à Zaventem, présents à Zaventem au moment de cette explosion. Et quelques-uns m'ont raconté, heureusement personne n'a été blessé, là a eu un petit traumatisme ORL mais très mineur finalement semble-t-il, mais ils m'ont raconté ces scènes apocalyptiques qu'ils ont vécues et moi-même j'ai été à Lyon au petit déjeuner, j'ai entendu dire à la radio qu'il y avait quelque chose qui se passait à Bruxelles et pendant tout le conseil d'administration je dois dire que j'étais assez distrait et j'ai suivi sur internet toute cette évolution à la fois évidemment à Zaventem et puis quelques minutes plus tard malheureusement à Malbec dans ce métro. Donc tout ça pour dire que le monde est petit, que finalement ça aurait pu m'arriver et j'aurais peut-être pu être parmi vous ou en tous les cas parmi les victimes de cet attentat. Voilà, je cède la parole au professeur Georges Casimir, qui est le secrétaire perpétuel de notre académie, qui va vous dire quelques mots d'introduction. Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, Mesdames, Messieurs, en votre titre et qualité,
chères victimes aussi, puisque plusieurs victimes sont présentes ici aujourd'hui. Je pense que c'est une journée importante aujourd'hui, puisque nous allons évoquer les séquelles de ces attentats. Et ces séquelles sont des séquelles à bref terme, à moyen terme, mais aussi à long terme. Et c'est difficile de définir ce que veut dire le long terme. Et c'est clair que c'est un des sujets qui pose parfois problème à la fois pour les médecins conseils, mais aussi pour le public en général. Et on sait combien, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, les séquelles à long terme peuvent être extrêmement importantes et même parfois tout à fait définitives. Alors, ce symposium est en fait à l'origine dû à un courrier de monsieur Léon Oldenhoff de Guertechin, qui est ici présent, comme on vous l'a dit, président de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, et qui souhaitait véritablement que l'Académie de médecine prenne en charge la réflexion sur la manière dont on pouvait évaluer les personnes qui avaient été cruellement blessées dans ces attentats. Et il va de soi que la Belgique a connu quelques attentats, ceux-là en particulier absolument monstrueux. Il y avait aussi eu le musée juif, en tout cas dans les choses les plus récentes. Mais nous n'avions pas l'habitude, heureusement pour la Belgique, de prendre en charge des situations aussi dramatiques. Et pour les médecins conseils, il n'est pas de choses plus complexes, et c'est vrai pour tout le monde d'ailleurs sur le plan médical ou autre, que de prendre en charge des situations pour lesquelles on n'est pas habitué, pour lesquelles il n'y a pas eu de réflexion, pour lesquelles il n'y a pas non plus de connaissance. Parce que ce qui est fondamental, c'est de connaître les problèmes, de les évaluer, de savoir comment ils évoluent dans le temps et de pouvoir évidemment non seulement tenter une revalidation des personnes pour leur apporter le maximum de possibilités de retrouver totalement la santé, mais aussi de prendre en compte ceux qui malheureusement ne recouvreront pas totalement précisément la santé. Donc ce symposium, et je ne vais pas évidemment m'étendre beaucoup plus longuement parce que c'est toute l'essence de cette longue après-midi, ce symposium vise précisément à vous parler à tout point de vue de ce que représentent les blessures, y compris psychologiques, et de savoir, et aussi notamment des organes d'essence, et de savoir comment apporter une évaluation la plus complète possible et aider au mieux les patients qui en ont souffert. C'est un secours que la société leur doit. Alors je vais recéder la parole à Madame Thomberg pour qu'elle puisse maintenant nous présenter les différentes personnes successivement. Merci infiniment, Monsieur le secrétaire perpétuel. Et donc, je vais céder la parole à Madame Myriam Goening, qui a donc été victime des attentats sur le site de Zaventem et qui a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir nous faire part de son expérience au moment de l'instant fatidique, je dirais, mais aussi de tout ce qu'elle a, de tout le parcours qu'elle a suivi depuis lors. Et je pense que c'est une excellente introduction pour nous, d'avoir ce témoignage très précieux. Merci à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, merci de cet accueil chaleureux. Goethe a dit un jour, il ne suffit pas de savoir, il faut aussi appliquer. Il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi agir. Ça fait 7 ans que je mène un combat pour que les victimes des attentats du 22 mars ne soient pas déshumanisées dans leur perte d'espoir, leur ressentiment, leur amertume et leur sentiment d'abandon. Et je ne vous cacherai pas que je me sens parfois Don Quichotte face à ces moulins à vent. Toutefois, par respect pour tous ceux qui m'ont soutenu sans faille pour que le projet des semaines thérapeutiques à Ostende se réalise, et ils se reconnaîtront, j'en suis sûre, et honoré et touché par l'invitation du professeur Georges Cassimir et du professeur André Chesne, j'ai accepté de venir partager avec vous l'expérience que j'ai acquise au cours des 7 dernières années auprès des victimes des attentats. Je remercie infiniment la professeure Claude Thomberg et Monsieur Quentin Réuni pour l'inégalable coordination de ce symposium, ainsi que le docteur Jean Van Roy, Madame Christine Miclotte et les membres de la commission de la CAMI pour leur confiance, Madame la ministre Ludivine de Donder, le colonel Régis Bornin, le colonel André Fontaine
et les membres du Conseil supérieur pour la défense des victimes, ainsi que le président Léon Oldenhoff de Gerteschin et M. Olivier Loers de la Commission pour l'aide financière aux victimes pour leur aide judicieuse et efficace. Et last but not least, permettez-moi de remercier le professeur Paul Deltendre pour avoir été depuis 7 ans d'une aide inestimable, nuit et jour, et 7 jours sur 7, à chaque fois qu'une victime était en danger, moral ou physique. Je tiens également à remercier très humblement cette noble assemblée d'avoir accepté de prendre part à ce symposium consacré à l'impact et aux répercussions de ce funeste 22 mars qui a bouleversé tant de vies. Et replongeons-nous dans l'ambiance bien particulière de ce jour-là. Nous allons vous montrer une vidéo qui a été prise à peu près 25 minutes après la seconde bombe. Je vous avertis, c'est très confrontant. Il est primordial de savoir que cette tragédie est toujours en cours. On ne soulignera jamais assez son ampleur et les conséquences profondes qu'elle a eues sur les victimes. Dans les années qui ont suivi les attentats, de nombreux survivants sont tombés malades. Certains sont décédés ou se sont suicidés. Une jeune fille de 23 ans a été euthanasiée. J'ai eu depuis les attentats le privilège d'être la confidente de plus de 300 victimes. En rencontrant leurs familles, en écoutant leurs préoccupations, leur histoire et leurs réactions, il m'est vite apparu qu'elles étaient et sont encore confrontées à un énorme manque. Un manque d'information et de soutien au niveau financier, social, juridique, médical et administratif. Leurs émotions sont à vif et pour beaucoup d'entre elles, l'angoisse mentale qu'elles éprouvent est même plus difficile à supporter que les blessures physiques qu'elles ont encourues. Je décèle également le chagrin dans la voix de leurs parents, de leurs conjoints, enfants, frères et sœurs, amis et membres de la famille. Le bilan humain est donc très douloureux et en même temps, ce fut un immense privilège de rencontrer des personnes fascinantes de toute origine et de tous horizons. Et c'est pour elles et par respect pour leur dignité dans leur lutte quotidienne que j'ai accepté de témoigner en leur nom aujourd'hui. Depuis ce jour apocalyptique, la plupart des victimes sont confrontées à une souffrance psychologique et somatique intense qui perturbe leur équilibre non seulement sur le plan intime, mais aussi sur le plan familial et social. La violence de l'impact tant moral que physique a été telle qu'elle a atteint pour beaucoup d'entre elles une dimension indicible qu'elles n'osent parfois partager avec personne. N'oublions pas que ce fameux 22 mars, les victimes ont été exposées, et M. Nerings vous l'expliquera mieux que moi, à Zaventem à 27 et 35,4 kg de TATP et entre 10,8 et 14,2 kg de TATP pour Malbec. Pour beaucoup d'entre elles, ça signifie que pendant une fraction de seconde, leur corps a subi 3000 degrés, 1000 kg et à peu près 180 décibels. Et comme le disent les Américains, une victime exposée à l'effet de souffle d'une bombe de TATP, également appelée The Mother of Satan, ne peut jamais être comparée à une victime d'un coup de feu, par exemple. Car dans le cas d'une telle explosion, what you see is never what you get. Le traumatisme dû à une explosion peut être compris comme l'expérience d'une onde de choc supersonique, non seulement sur le corps, mais aussi sur le cerveau, à cause du blow counter blow, comme disent les Américains, le coup contre coup, qui peut être d'avant en arrière ou d'un côté à l'autre. Les lésions causées par les explosions sont par conséquent psychologiquement et physiquement dévastatrices, et bien que beaucoup de personnes souffrant de telles blessures cachées n'aient pas été admises dans les services d'urgence et n'aient reçu qu'un degré variable de soins médicaux dans un premier temps, on découvre encore aujourd'hui, chez plusieurs d'entre elles, des lésions cérébrales traumatiques à la base de dommages neurologiques et d'invalidité, comme pourrait vous l'expliquer le professeur Dumalin qui est dans la salle. Permettez-moi d'énumérer sans ordre particulier les troubles les plus courants dont se plaignent ou auxquels sont confrontées les victimes. Des souvenirs intrusifs qu'elles ne parviennent pas à dominer. Une peur omniprésente qui les conduit à adopter inconsciemment un évitement comportemental actif, tant cognitif qu'émotionnel et contextuel. Un état de stress permanent qui altère leur réactivité émotionnelle et qui fait qu'elles ont du mal à éviter des sauts d'humeur, le sentiment que personne ne les comprend et les conduit même pour certaines d'entre elles
à faire des crises de panique récurrentes. Des acouphènes, du tinnitus, des troubles de l'audition. Le professeur Deltor, je crois, vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Comme une difficulté à déterminer la source d'un son, la difficulté à se concentrer sur une seule conversation alors qu'il y a d'autres bruits autour. Un manque d'équilibre, un manque de concentration, des troubles de mémoire récurrents, une désorientation spatio-temporelle, de l'asthénie, de l'anédonie avec incapacité d'éprouver des émotions positives, de l'hypervigilance, doublée de ce sentiment d'être à bout de nerfs, anxieux ou hyperexcité, une perte musculaire doublée de douleurs inexpliquées, une descente d'organes, de l'incontinence, des troubles de l'érection, des troubles endocriniens et hormonaux, prise de poids, œdème, alopécie, eczéma, des vilaines traces de brûlures, des fragments de bombes qui remontent à la surface de leur peau aujourd'hui encore et qui n'avaient jamais été détectés auparavant. Des crampes inexpliquées dans les jambes, comme si celles-ci devenaient de l'acier. Des rétines décollées, aujourd'hui encore, ou des hémorragies oculaires, avec scotome. Un manque de libido dont se plaignent plus leurs partenaires qu'elles-mêmes. Des perturbations du sommeil, doublées souvent de cauchemars. L'impression de n'avoir plus aucun avenir. De graves ennuis dans leurs relations personnelles et professionnelles. Progressivement, tant sur le plan émotionnel que mental, les victimes atteintes subissent des changements intérieurs qui les rendent étrangères aux autres, voire étrangères à elles-mêmes. Le fait qu'il y ait eu en l'occurrence une action humaine, une intention de nuire, en comparaison par exemple avec des catastrophes naturelles comme les inondations, a provoqué, comme vous l'expliquera Madame Muret, un effondrement de leurs croyances de base, et le monde entier est devenu pour elles une menace. Cela a bien sûr des répercussions concrètes sur leur vie quotidienne. Elles vivent dans un état de stress permanent, sont très émotives, ont une sensibilité accrue, se sentent constamment fatiguées, incomprises et non crédibles. Leur relation avec l'environnement familial, professionnel et social se détériore, elles n'arrivent plus à dormir. Elles ont perdu tout repère. Au début, les victimes que j'ai rencontrées se sentaient victimes de l'événement traumatisant. Peu à peu, elles sont devenues victimes du système, du fonctionnement de la société, de l'incompréhension de leur entourage, des assurances, des instances officielles supposées les soutenir. Parfois, leur souffrance psychique est si aiguë que rien ne semble pouvoir l'atténuer. Elles sont comme des grands brûlés dont le moindre contact avec la peau réactive la douleur. Convaincues que plus personne ne peut les comprendre, elles ont souvent même tendance à s'isoler. L'intensité de l'événement et sa brutalité ont radicalement changé leur vie. Il est utile également de rappeler que la gravité de l'impact psychotraumatique n'est pas liée à une fragilité psychologique de la victime, mais à la monstruosité de l'explosion, qui crée, comme dans un circuit électrique en surtension, une disjonction entraînant une paralysie de toute l'activité du cortex cérébral. La disjonction interrompt également le circuit de la mémoire, qui est donc incapable de transformer les événements en mémoire autobiographique. Cette mémoire traumatique brute bloquée dans l'amygdale cérébrale rappelle les violences au moindre déclic, les fait revivre à la victime comme une machine à remonter le temps, avec les mêmes terreurs, détresse et désespoir, et les mêmes perceptions qui y sont attachées, comme des images, des odeurs, des bruits, paroles, cris, des douleurs. Cette mémoire traumatique colonise la victime et transforme sa vie en un champ de mine, avec une souffrance intense et un sentiment de danger permanent, l'obligeant à mettre en place des stratégies de survie coûteuses, épuisantes et souvent invalidantes, tels que des comportements d'évitement, de contrôle, hypervigilance, phobie, TOC, et des comportements dissociatifs pour s'anesthésier. Et comme les victimes semblent avoir complètement changé de personnalité, leur entourage a du mal à les reconnaître et sous-estime donc leur souffrance et parfois l'intensité de leur traumatisme. En l'absence de soins, de soutien, de protection appropriée, les troubles psychotraumatiques auxquels sont confrontées les victimes peuvent durer des années, des décennies, voire toute une vie. Ils sont à l'origine d'une grande souffrance psychique et ont un impact considérable, comme le démontrent les études internationales, sur leur santé mentale, leur santé physique et leur qualité de vie. Au-delà de tout cela, les victimes doivent faire face très souvent à une consternante, une affligeante incompréhension de certaines administrations, de certains experts, des assurances, qui les considèrent parfois plus en accusés qu'en victimes. Car il n'existe malheureusement que peu d'études scientifiques en Europe sur ces traumatismes inhabituels, post-blast, dont les mécanismes pathologiques restent largement méconnus. Des recherches sur les lésions cérébrales structurelles, par contre, ont été faites aux États-Unis.
Il en découle qu'il est évident que l'incidence des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires cérébraux, des crises d'épilepsie, des maux de tête, de la régression accélérée, de la démence et des troubles cognitifs, de la désocialisation et de la mort prématurée est plus élevée chez les personnes soufflées. Les lésions cérébrales dues à des explosions pouvant produire un large éventail de symptômes, les chercheurs du Veteran Affairs et du Department of Defense américain étudient actuellement des moyens plus sensibles permettant de mieux identifier les lésions cérébrales dues à la surpression de l'explosion. L'utilisation d'une imagerie spéciale pour identifier les dommages cérébraux subtils et la mesure des produits chimiques dans le sang, appelés biomarqueurs, en sont deux exemples. Et tout récemment, à compter du 1er octobre 2022, un nouveau code du diagnostic CIM-10, qui entre-temps a également été accepté par l'OMS, a été officialisé aux États-Unis pour ce type de lésion cérébrale due au blast, car elles doivent être définitivement considérées comme étant distinctes de celles d'un TBI causé par un impact physique. Ces lésions cérébrales causées par une onde de souffle sont d'ailleurs souvent appelées lésions invisibles parce qu'il n'y a aucune trace de lésion externe à l'examen physique ou à l'imagerie médicale de routine. Et comme l'explique le docteur Ralph De Palma, éminent chirurgien traumatologue spécialisé en la matière, la pratique clinique et la recherche ont clairement démontré que ce type de traumatisme crânien est une entité clinique unique. Quelles peuvent donc être nos attentes en tant que victimes? En priorité, que tout professionnel qui s'occupe de victimes sache que la victime d'un attentat terroriste ne sera malheureusement jamais une victime ordinaire comme les autres. De plus, le fait que nous soyons des victimes explosées demande une curiosité intellectuelle que peu de professionnels concernés ont trouvé le temps de développer à ce jour. Les questions incontournables que chacun d'entre eux pourrait se poser sont: qu'est-ce que le TATP? Quelles sont les lésions qu'il provoque? Qu'est-ce qu'un blast de cette puissance fait à un corps humain? Quels toxiques les victimes ont-elles inhalés? Quelle est la toxicité à long terme des substances inhalées? Quelle était la composition de la poussière inhalée suite à les désintégrations environnementales des explosions? On sait par exemple que tant à Zaventem qu'à Malbec, de la poussière d'amiante nocive s'est libérée. Qu'est-ce que le syndrome de stress post-traumatique post-blast? En quoi diffère-t-il du PTSD sans blast? Tous les examens nécessaires ont-ils... J'en ai encore pour 1 minute. Tous les examens nécessaires ont-ils été effectués après l'attaque terroriste tant au niveau neurologique, cognitif, oculaire, car les lésions cachées dues à l'explosion sont souvent décelées bien trop tard. Les services spécialisés compétents et intéressés, PTSD, dermatologie, neurologie, endocrinologie, sont-ils identifiés et répertoriés afin de pouvoir y diriger les victimes? La devise à appliquer face aux victimes pourrait être dès lors humilité et prudence face à des mécanismes pathologiques, inhabituels, mal connus et mal compris. Quant à la vision idéale des attentes des victimes par rapport aux professionnels concernés, tous secteurs confondus, elle peut se résumer en quelques points. Elles attendent d'eux qu'ils soient disposés à écouter la victime aussi longtemps que nécessaire, qu'ils soient de bons psychologues, car il est parfois très humiliant pour la victime d'admettre certaines conséquences gênantes de l'explosion, comme incontinence, etc., etc. Qu'ils soient vigilants aussi, afin que dans chaque rapport psychologique ou médical, l'effet causal des attentats soit démontré en connaissance de cause, afin que ces mêmes rapports ne puissent être utilisés contre la victime, comme c'est trop souvent le cas auprès des assurances. Qu'ils ne perdent pas de vue les conséquences à long terme du blast et défendent les intérêts de la victime en émettant éventuellement des réserves pour l'avenir et en consolidant seulement sous réserve. Qu'ils aident les victimes à obtenir une indemnisation économiquement correcte, même si celle-ci ne remplacera jamais le préjudice encouru. Qu'ils tiennent la victime informée des démarches à entreprendre, qu'ils la conseillent sans toutefois prendre de décision à sa place. Qu'ils fournissent à chaque victime une explication détaillée des honoraires à régler, des démarches à effectuer pour les récupérer et surtout qu'ils ne mettent plus systématiquement en doute leurs propos. Je vais terminer, si vous permettez, en mettant à l'honneur les héros qui m'ont sauvé la vie et à qui je dédie ces quelques mots avec une infinie reconnaissance. Pour certains policiers fédéraux, pour certains militaires, pour certains premiers intervenants, pour certains sauveteurs occasionnels, l'enfer a également une date de naissance, le 22 mars 2016. Zaventem et Malbec à feu et à sang, un véritable massacre. L'odeur de sang, les cris de morts vivants,
l'épaisse fumée noire et ce choix à faire inhumain. Rester ou accepter les ordres et fuir. C'est une histoire toute simple finalement. Décider de sauver des gens au péril de sa vie ou se sauver soi-même. Ceux qui n'étaient pas, peut-être ne pourront jamais comprendre la bravoure de ces justes face à la bête immonde d'un terrorisme gratuit et impardonnable. C'étaient juste des hommes qui, trouvant que notre vie valait plus que la leur, ont décidé de risquer la leur sans hésiter. Ils ont surmonté l'indicible. Leur corps peut paraître vivant. Moi qui les connais bien, je sais que leur âme ne l'est souvent plus. Ces hommes et femmes à la fois héros de l'ombre et garants de notre mémoire collective méritent 1000 fois que l'on célèbre leur acte de bravoure, surtout par devoir de mémoire et de reconnaissance, et puis aussi pour qu'il n'y ait plus jamais cela. Ceux qui n'étaient pas, peut-être ne pourront pas me comprendre. En France, en Angleterre, on est fiers d'avoir cette race d'hommes. En Belgique, on les a oubliés. Jamais on ne les a mis à l'honneur. Les héros de l'ombre de Malbec et de Zaventem d'un certain 22 mars ont été jetés aux oubliettes. Moi, survivant de ce jour d'apocalypse, je proteste. Et je voudrais bien que cette terrible injustice soit enfin réparée. Comme l'a dit Walter Benjamin, un pays qui n'a ni reconnaissance, ni mémoire, n'est pas une nation. Je vous remercie. Témoignage poignant et pour le courage que vous avez eu de nous faire part de votre expérience. Et donc, nous cédons maintenant la parole au médecin lieutenant général Pierre Nerings, aide du camp du roi, autorité médicale de la défense. Il viendra nous parler des différents types et formes du blast, définition et méthodologie de diagnostic. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Académie royale de médecine, Monsieur le secrétaire perpétuel, chers professeurs, chère audience, je vais évoquer plusieurs points lors de ce bref exposé sur ce qu'est en effet l'effet de souffle dont les victimes ont parlé tout à l'heure, tout simplement en rappelant, mais très brièvement et très simplement, ce qu'est une explosion en termes de physique, quels en sont les effets connus, qu'est-ce qui n'est pas connu, ou mal maîtrisé, ou non encore maîtrisé, pour me focaliser sur ce que nos militaires, nos médecins militaires étudient de plus en plus, parce que nous avons un grand nombre de militaires qui en opération sont exposés à des explosions, sans pour autant être nécessairement victimes, mais ces explosions sont répétées pendant des mois d'opération et ou répétées lors de plusieurs opérations. Et donc, il y a toute une littérature qui se développe dans le domaine des traumatismes cérébraux modérés. J'évoquerai quelques pistes de recherche éventuelles dans le futur et surtout ce qui a été approché par Madame Gunning et le lien entre ce traumatisme modéré qui ne semble pas avoir laissé de grandes traces visibles ou connues à ce stade et le désordre du stress post-traumatique. Tout d'abord, un brin de physique, mais je vous promets, ce sera très court. C'est tout d'abord une onde de pression qui va se déplacer à une vitesse phénoménale. On parle de millisecondes, on parle de secondes pour l'effet sur le long terme, et on parle dans l'axe des Y d'une différence de pression, et cette différence de pression sera évidemment liée au type d'explosif utilisé et à l'entourage, et je vais évoquer dans quelques secondes l'environnement qui peut avoir un effet particulier sur cette diffusion des ondes ou de l'onde. Je n'ai pas pu trouver une meilleure représentation que cette fractale sur votre droite, qui montre en fait que l'onde va se déplacer dans le milieu, dans tous les sens. Et il n'est pas seulement un effet linéaire qui est unique et focal, c'est un effet qui va se répéter selon l'environnement dans lequel vous vous trouvez et qui va se répercuter et vous provoquer une série d'expositions à des ondes de pression qui vont se succéder. C'est un peu comme sur le schéma du dessous, ce qui se passe au niveau d'un son, où la réverbération d'un son dans une salle de concert fait que c'est une salle de renom ou c'est une salle mauvaise parce que la réflexion des ondes n'est pas optimale. Et c'est exactement ce qui va se passer dans un milieu
où l'on explose. On considère clairement que dans ces trois axes, il y a d'une part l'endroit focal, l'épicentre de l'explosion, c'est-à-dire l'endroit où se trouve l'explosif. Il y a ensuite différentes zones qui sont définies, j'en ai mis 4 pour l'instant, parce que ce sont 4 zones qui vont définir clairement des symptômes et des signes immédiatement reconnaissables qui vont générer un certain nombre de lésions que l'on va parcourir brièvement. Je voudrais surtout attirer votre attention sur les facteurs aggravants de cette notion d'explosion et de victime. C'est tout d'abord une question d'explosif. On a évoqué du TATP, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents composés chimiques de ces explosifs, simplement pour dire qu'il y en a de différentes puissances et de différentes masses qui vont générer, selon une quantité, une intensité de cette onde de pression qui va être phénoménale ou limitée. Il y a la quantité que j'ai mentionnée, mais il y a aussi la position à laquelle la bombe est placée. Si elle est placée par terre, ou si elle est placée sur une surface plus en hauteur, ou si elle vient plutôt du haut, et je ferai référence à un bombardement à ce moment-là. Ça a évidemment encore un autre type d'impact sur le mode de répercussion de cette onde. Il y a le contenant et aussi le contenu. Il peut s'agir d'un sac dans lequel il y a des explosifs, mais il peut s'agir aussi d'une boîte en métal qui va donc générer un certain nombre d'autres effets. Et quant au contenu, il suffira de penser à des actions de gens peu recommandables qui vont mettre autour de l'explosif un certain nombre de produits, un certain nombre de matières qui vont servir elles-mêmes de facteurs aggravants aux effets de l'explosion. Sans parler, en fonction de la puissance de l'explosif, de l'onde de chaleur ou de la notion de chaleur, Madame Göning l'évoquait tout à l'heure, des températures incroyables. Il y a aussi la victime qui joue un rôle dans le facteur aggravant, si je peux me permettre de parler de cet aspect en fonction de l'endroit où elle va se trouver par rapport à l'épicentre de l'explosion. Quelle est sa position? Une personne assise ou une personne debout, il y aura des effets différents. Quelle est la taille et le poids? Quelle est la surface exposée? Et quel est le type de protection qu'elle porte? Et ça, c'est évidemment dans le domaine militaire, ceux qui portent des protections balistiques ou ceux qui portent un casque lorsque l'explosion se passe. Un élément primordial dans cette approche est aussi l'environnement. La salle dans laquelle l'explosion se passe, le milieu fermé ou le milieu ouvert vont avoir un tout autre effet, quand bien même des effets relativement reproductibles, mais des effets qui vont être variables. En gros, je voudrais conclure en disant, pour cette partie, il n'y a pas une et une seule type d'explosion. Il y aura plusieurs types d'explosions selon les 3 éléments que j'ai mentionnés ici, l'explosif, la victime et le milieu dans lequel ça se passe. Je ne voudrais pas faire dans le sensationnalisme, mais en parlant des effets connus, nous allons en évoquer 4. Tout d'abord, des effets primaires de l'explosion qui sont liés au passage de l'onde à travers le corps. Et ça, très simplement, il s'agira d'un décès immédiat, principalement par hémorragie massive, des explosions des organes creux avec toutes les complications qui y sont liées, des contusions et des lacérations des organes pleins, des fractures et des amputations traumatiques et des lésions cérébrales fermées liées à ce passage de l'onde à travers le corps. Un deuxième effet, ou ce qu'on appellera les effets secondaires du souffle, s'agira de protection de débris ou d'éclats de l'environnement qui auront été projetés par cette onde d'explosion, et je l'ai évoqué tout à l'heure, sans parler de la bombe sale, avec ces effets de vis que l'on a retrouvés dans le thorax de certaines victimes hospitalisées à l'hôpital militaire le 22 mars. C'est une petite quantité d'explosifs, et là je fais référence à la photo de gauche où il s'agit d'un talon parce qu'un militaire a marché sur une boîte d'allumettes contenant de l'explosif. C'était tout simple, un tout petit peu d'explosif peut vous permettre d'avoir un arrachement majeur au niveau du talon. Et c'est aussi, pour une image tirée en Afghanistan, l'environnement et le milieu secondaire, une explosion en milieu désertique va générer des projections de sable et de poussière telles que nous allons avoir ce que l'on appellera les pepper lesions, principalement au niveau ophtalmique aussi. Et donc,
Outre ces effets primaires, ces effets secondaires de projection de débris avec leurs complications de plaies pénétrantes, d'hémorragie massive éventuelle, de contamination des plaies, parce que rien ne sera propre ni stérile dans ces environnements, nous allons avoir des effets qui vont évidemment se marquer immédiatement, visibles immédiatement, mais clairement pouvant poser problème pendant des mois suite à des infections. Et une des victimes du 22 mars a mis autant de mois, près de 1 an et demi, si pas 2, pour essayer de résoudre son infection à germes multirésistants aux antibiothérapies. Il y a ce que l'on décrit aussi dans les aspects tertiaires. L'explosion va projeter le corps de la victime dans cet environnement. Il s'agira soit alors de traumas fermés, soit d'empalement, soit de plaies pénétrantes, mais qui ne seront pas liés à un éclat, qui seront juste liés au fait que la personne est projetée. Il y a ces syndromes d'écrasement. C'est les personnes que l'on retrouve en dessous de tout, puisque l'effondrement a généré ce type de lésions. Il y a enfin les effets quaternaires qui ont été évoqués par Mme Göning, c'est les effets de chaleur et les fumées, avec clairement les brûlures cutanées, mais aussi les brûlures d'inhalation. Les brûlures d'inhalation, des inhalations de poussière et de toxiques, on a évoqué l'asbeste, on pourrait évoquer plein d'autres produits dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années, après le 22 mars. C'est la contamination des plaies, je l'ai évoqué, c'est l'exposition aux radiations, pour le peu que le terroriste ait utilisé des isotopes dans son sac d'explosifs, nous ne le saurons pas immédiatement. Il va falloir envisager des complications liées à ce type de lésions particulières liées à l'exposition aux radiations. Et puis la victime est dans le froid, la victime peut être exposée, ses vêtements peuvent être brûlés, déchirés, et donc il y a tous ces effets liés à l'environnement qui sont les effets quaternaires. Ce que l'on ne maîtrise pas encore est clairement quelque chose que je ne saurais pas vous démontrer. Je ne saurais pas vous en montrer des photos, je ne saurais pas vous en montrer d'études actuellement. Il s'agit des effets cellulaires de l'explosion que nous ne maîtrisons actuellement pas. Ce sont des dérèglements au niveau de nos cellules, du fonctionnement de nos cellules, qui peuvent générer des syndromes inflammatoires, des troubles du système immunitaire et surtout des troubles nerveux qui ont déjà été évoqués dans la liste des symptômes que la victime nous a racontés, des troubles neurologiques périphériques, des troubles neurologiques centraux, mais aussi des troubles neurologiques neurovégétatifs, avec toutes leurs conséquences possibles dont nous ne faisons pas le lien immédiatement entre une explosion et une perte de l'odorat, par exemple. Et puis, il y a ces aspects neurologiques complexes, mais réellement complexes parce que c'est l'impact psychosomatique de l'explosion. Il fait partie intégrante de l'explosion. Il faut juste le savoir et le prendre en compte. Il s'agira de syndrome de post-concussion, il s'agira du fameux PTSD, dont le Major Huré l'évoquera tout à l'heure. Ce sont des troubles sensoriels divers. Nous en avons eu une partie dans la liste évoquée par la victime. Ce sont des troubles cognitifs et ce sont des troubles comportementaux. C'est clair que ces symptômes ne sont pas que de l'invention. Ce sont des choses qui sont mentionnées par énormément de victimes. Le tout est de pouvoir mettre tout cela dans une approche particulière des victimes d'une explosion. Et je vais y arriver en évoquant particulièrement ce trauma cérébral modéré qui génère chez les militaires un certain nombre de réflexions. Je vous ai dit, beaucoup de soldats sont partis en opération, et principalement nos collègues anglo-saxons, et ont vécu des multiples explosions, ont été, même avec leur casque et leur protection balistique, ont été exposés à ce type d'ondes, que ce soit en milieu fermé, dans les combats de rue, que ce soit en milieu ouvert, que ce soit lors de la navigation. Il y a tous ces traumatismes modérés dont on ne voit pas d'expression clinique particulière immédiatement, qui ont fait l'objet d'études au niveau de l'OTAN, dans son organisation appelée Science and Technology, qui est en fait un organisme de recherche coopératif entre les 31 membres de l'OTAN. Et tout récemment, en 2016, un groupe s'est penché sur la réactualisation de la prise en charge de ces traumatismes cérébraux modérés. Leurs conclusions partielles, et je dois avouer qu'elles sont partielles parce que ce syndrome va encore évoluer dans le temps,
c'est tout d'abord une conclusion de parler de la même chose et de parler de la même chose de la même manière. Et il s'agira donc d'un besoin de définir clairement, de manière standardisée, ce que l'on entend par traumatisme cérébral et la suite de leurs effets. C'est aussi le développement futur de nouvelles recherches. On l'évoquera partiellement pour la partie auditive. Il y aura toute la recherche qui va devoir se passer par la suite sur les techniques de diagnostic, de l'imagerie médicale qui a été évoquée, ou les biomarqueurs qui ont été évoqués. Ce sont les meilleures orientations thérapeutiques aussi, parce que ce n'est pas uniquement évaluer le dommage, c'est aussi essayer de le réparer du mieux qu'on le peut. Et c'est surtout avoir une standardisation, qui est le mot-clé, tout en sachant que le traumatisme modéré cérébral n'est pas, ne comprend pas le stress post-traumatique. Ce sont deux entités qui restent imbriquées. Expliquer la raison pour laquelle il y a potentiellement un stress post-traumatique, c'est un simple mot, c'est l'explosion qui le génère. Et comme il pourrait être lié à quelque chose de l'effet de l'onde, lié à l'effet de l'onde, il n'y a pas nécessairement une seule entité, il y a deux entités qui sont intimement imbriquées. C'est pour cela qu'en matière de recherche, nous avons essayé au niveau de l'OTAN et des recommandations de ce groupe de recherche à démontrer qu'il fallait utiliser une approche clinique standardisée pour des évaluations standardisées, avec tout d'abord une analyse claire du mécanisme ou des mécanismes lésionnels, d'un examen clinique et neurologique standard et un inventaire complet des symptômes, tout en sachant que cela peut certainement encore évoluer dans le temps. Et puis il y a un certain nombre au plan militaire de recommandations de standardisation, de listes ou de compiler un certain nombre d'observations ou de déclarations du patient qui s'appelleront soit une méthode d'évaluation de la concussion aiguë du cerveau, ce mouvement interne au sein de la boîte crânienne. Ce sont l'inventaire des symptômes neurocomportementaux. Ce sera une approche automatisée de ces mesures de gravité d'un examen neurologique ou qu'il soit basé ou pas sur des potentiels évoqués ou sur d'autres tests neuro à encore affiner pour pouvoir faire face ou pouvoir répondre le mieux possible à ce questionnement diagnostique et quels sont les effets neuro sur le corps par cette onde. Et donc, bref, cette approche clinique standardisée doit faire l'objet d'une seule et même manière de gérer ce type de victime, sous peine de catégoriser la victime dans d'autres groupes qui ne répondent à rien, en fait. On ne répond pas à la question de base, la victime d'une explosion, quels sont les symptômes qu'elle vit? Et ce ne sera qu'en faisant cette liste et qu'en la comparant avec d'autres références que nous arriverons à standardiser mieux cette approche clinique. De sorte à pouvoir évoluer aussi vers une approche diagnostique et une manière d'aborder les choses en termes d'examen complémentaire pour pouvoir clairement diagnostiquer. Je ne vous parlerai pas de ces examens complémentaires qu'un bon urgentiste va faire en salle d'urgence pour couvrir le spectre des 4 premiers symptômes ou signes d'effet primaire à quaternaire. C'est simple. Traiter une brûlure, c'est simple. Traiter une amputation, c'est simple. Enfin, je ne baladise pas pour autant. Cela ne nécessite pas, au plan de la réflexion, d'autres actions que immédiatement soigner, opérer et sauver la vie de la victime. C'est surtout pour ce qui est mal connu qu'il va falloir clairement évaluer quels seront nos futurs outils diagnostiques au plan neurologique, quels seront nos futurs outils au plan biologique, au plan de l'imagerie médicale et au plan de l'évaluation de la fonction neurocognitive des gens et des outils d'évaluation sensorielle. On a parlé d'olfaction, on parlera tout à l'heure d'audition et de fonction vestibulaire qui y est liée. Je terminerai en disant que le trauma cérébral modéré et le stress post-traumatique sont deux entités imbriquées. Une étude américaine montrait dans le journal américain de psychiatrie qu'il y avait
il n'y avait pas de distinction claire entre ce qui est physique et ce qui est psychologique. C'est quelque chose qui coexiste, ces deux choses coexistent. Il faut donc les prendre en compte de manière égale et pas de manière subjectivement interprétée comme étant quelque chose de secondaire. Et clairement, nos chercheurs otaniens ont clairement démontré que autant ces deux entités existent ou coexistent, il est clair que, par exemple, le flashback évoqué dans le diagnostic du PTSD ne fait pas partie des symptômes décrits dans les traumas cérébraux modérés. Et inversement, les problèmes neurocognitifs ne sont pas du tout des marqueurs de PTSD. Et donc, ce n'est qu'en intégrant ces deux morceaux que nous arriverons à une prise en charge globale, tant au point de vue thérapeutique qu'au point de vue diagnostique, qu'au point de vue évaluation des dommages de manière standardisée. Je m'arrêterai là. Je vous remercie pour votre attention. Je suggère que les questions soient posées durant la table ronde. Il reste 1 minute 21 si quelqu'un a une question courte. Bon, si quelqu'un a une question dont la réponse sera courte. La précision militaire, mon général. Pardon ? Oui, oui, merci. Un très grand merci à vous pour la clarté de votre exposé. Nous avons des questions auxquelles vous avez parfaitement répondu, qui était le traumatisme neurologique causé par une explosion est-il à séparer d'un traumatisme neurologique normal? Vous y avez répondu. Nous avons une question un petit peu plus technique. Quels sont les scans neurologiques reconnus pour déterminer l'existence d'un tel traumatisme? Donc magnéto-EEG, quantitative EEG, IRM, CT scan ou autre. Est-ce que ces outils peuvent nous donner des indices d'objectivation? À ma connaissance, il n'y a pas de systématique de l'imagerie ni de l'examen neurologique type. De nouveau, les lésions ne seront pas nécessairement reproductibles d'une victime à l'autre. Il faut savoir qu'une victime qui se trouvait près de l'épicentre va avoir probablement des effets neurologiques qui seront liés à la traumatologie, qui ne seront pas nécessairement liés à un effet à distance de l'onde pour quelqu'un qui se trouvait à 200 mètres de là, par exemple. Et donc, il est excessivement difficile de reproduire un examen neurotype ou un EEG type ou une imagerie type et de pouvoir y coller la photo ou l'EEG du patient et de dire « Ah, ça colle ou ça colle pas ». Je pense que ce sera un ensemble de signaux qui vont permettre de préciser ces lésions neurologiques, avec éventuellement, dans le futur, je l'espère, la démonstration de biomarqueurs, et ce ne sera pas que l'imagerie, que les biomarqueurs, ce sera un ensemble de choses. La seule chose qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils ont été victimes d'une explosion. Et je conclurai par ça. Un tout grand merci, mon général. Nous avons maintenant le plaisir de céder la parole à Madame Sylvie Gribeauron, qui est chef du service évaluation du dommage corporel de MEDEX, et qui va nous parler de l'indemnisation des victimes à la lumière de la loi du 18 juillet 2017 créant le statut de solidarité nationale. Merci. Madame Gribeauron. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, je vais présenter une intervention qui est une articulation entre la partie juridique de l'indemnisation des victimes des attentats terroristes qui ont été reconnus et l'évaluation médicale qui s'ensuit, donc qui est réalisée par l'Office médico-légal. Donc mon intervention va être vraiment centrée sur l'articulation entre les deux aspects. Alors, mon intervention va se partager entre plusieurs points. Non seulement les dispositions légales qui existaient donc avant les faits du 22 mars et tout ce qui a suivi donc les attentats de Bruxelles, la procédure en elle-même en matière donc d'indemnisation et d'introduction d'une demande, la mission du médecin de l'office médico-légal, je vais la présenter mais très brièvement parce que suite à mon exposé, Dr Pironnet prendra le relais pour présenter plus en détail la mission du médecin expert, l'indemnisation des victimes en tant que telle
Et un dernier point sur les manières de contester éventuellement les décisions qui sont prises. Si je reviens en arrière. Alors, au niveau des dispositions légales, bien, il y a eu une volonté effectivement du législateur de produire un outil juridique qui pouvait envisager l'indemnisation des très nombreuses victimes du 22 mars 2016. On l'a dit dans les précédents exposés, il y avait déjà eu des faits dramatiques qui s'étaient produits précédemment, mais ici il y avait une ampleur effectivement beaucoup plus importante, donc un nombre de victimes très important sur 2 sites. Et c'est vrai que l'État l'avait déjà fait précédemment donc pour les victimes de guerre, et donc il y a eu une réflexion qui s'est menée par rapport à cette loi de 54 sur l'indemnisation des victimes civiles de guerre. Mais la première étape a été tout d'abord de reconnaître les faits qui se sont produits comme un fait terroriste. Et à ce sujet, il y a eu la publication d'un arrêté royal en 2017, début 2017, qui permettait alors de prévoir la procédure de reconnaissance de différents faits qui se sont produits en Belgique ou à l'étranger comme étant des faits de terrorisme. Et donc, les attentats du 22 mars ont été reconnus début 2017 par un arrêté royal, et en même temps que ces faits du 22 mars, d'autres faits antérieurs ont aussi été reconnus en Belgique et à l'étranger. Donc je pense aussi aux attentats de Paris qui ont touché aussi des Belges, les attentats donc, de Nice, ceux qui se sont produits en Tunisie ou encore dans d'autres pays étrangers. Alors, les dispositions légales qui existaient donc avant 2016 et qui impliquait déjà un rôle au niveau de l'office médico-légal plus particulièrement. C'est vrai que ça fait un certain temps que l'office médico-légal rencontre, évalue, examine des victimes de faits traumatiques, puisque les lois coordonnées sur les pensions de réparation datent de 1948. J'ai parlé aussi de la loi du 15 mars 1954 sur les victimes civiles de guerre, donc qui a été une inspiration pour le statut de solidarité nationale. Il y a aussi la loi de 67 qui porte sur les accidents du travail, pour lequel on joue aussi un rôle. D'autres outils qui existaient également, notamment l'existence de la commission d'aide aux victimes intentionnelles, victimes d'actes intentionnels de violence, pour lesquels nous faisions déjà des expertises, et des mesures qui existaient déjà pour les victimes de persécutions raciales. Alors c'est vrai que depuis 1945, l'office médico-légal donc, avait déjà l'habitude de rencontrer des victimes pour des faits qui sont survenus en Belgique et d'évaluer leurs dommages, que ce soit corporels ou psychiques. Et dans les victimes du 22 mars, bien, on le sait, il y a eu plusieurs centaines de victimes qui étaient aussi au travail, donc en train d'exercer leur job, ou sur le chemin du travail, notamment à Malbec. Et donc, du coup, là, on fait déjà le lien avec la loi de 67 ou la loi du 10 avril 71 pour le secteur privé. Donc, il y avait des dispositions légales qui allaient pouvoir s'activer, mais pas pour l'entièreté, certainement, des victimes. Alors, donc, le public cible, bon, ça se déduit un peu de ce que je viens de présenter juste avant. Donc, les victimes civiles de guerre, des victimes d'actes intentionnels, des anciens combattants, des victimes d'accidents du travail. Donc voilà un petit peu le public cible de l'office médico-légal, en tout cas jusque 2016, et c'est déjà toujours le cas pour l'instant. Alors, les dispositions légales qui ont été prises donc, à partir de 2016, donc, il y a une loi donc, finalement qui a été publiée, donc très inspirée de la loi du 15 mars 54, et cette loi a été publiée un peu plus d'1 an après les faits, donc le 18 juillet 2017. Cette loi a été complétée par la suite par plusieurs arrêtés royaux, donc des arrêtés royaux qui ont notamment permis d'encadrer aussi toute la situation des victimes qui ne sont pas belges et qui résidaient à l'étranger au moment des faits. Donc on s'en doute bien, au niveau de l'aéroport, forcément, beaucoup de personnes étaient en transit et donc n'avaient pas une résidence effective en Belgique. Et ces personnes donc, ont pu aussi rentrer dans le champ d'application par cet arrêté royal du 6 juin 2019. Donc, il y a eu d'autres arrêtés royaux encore donc, par la suite, donc, qui ont été publiés
suite à cette loi de 2017, et notamment par rapport au remboursement aussi de tout ce qui était soins de santé, puisque ça fait partie aussi de l'indemnisation possible. Cette loi du 18 juillet 2017 a aussi permis d'indemniser des victimes de faits qui se sont produits en dehors du territoire. Donc ce n'était pas ciblé sur les faits qui se sont produits en Belgique. Alors cette indemnisation, bon, vous l'avez sûrement déjà entendu par ailleurs, elle est résiduaire, donc celle qui est prévue par le statut de solidarité nationale, elle est résiduaire, donc les victimes ont aussi activé différentes autres assurances qui étaient donc possibles, disponibles, ça dépendait un petit peu de leur propre situation. J'ai parlé de celle concernant les accidents du travail parce que c'est un sujet que je connais plus particulièrement, mais il y avait d'autres assurances qui pouvaient aussi entrer en ligne de compte et pour lesquelles les victimes ont pu aussi solliciter donc une intervention, sachant que ce qui était prévu ici dans le statut était vraiment résiduaire. Donc je pense aussi à des étudiants qui étaient en voyage scolaire et pour lesquels il y avait certainement aussi une couverture particulière prise par l'école. Alors, le point suivant, donc, comme je l'ai dit, il faut d'abord que les faits soient reconnus comme un acte de terrorisme avant que la procédure puisse débuter. Donc, c'est la première étape. Ça prend plusieurs mois, quelques mois, avant que ça puisse être publié. Donc, les derniers faits qui ont été reconnus comme un acte de terrorisme en Belgique sont ceux du 10 novembre 2022, donc l'attaque au couteau à Schaerbeek. Donc là, les textes sont OK. Donc là, on peut maintenant entamer donc, le processus justement avec les personnes victimes de ces faits-là. Mais donc voilà, il y a un petit délai d'instruction d'instruction et d'analyse des faits pour pouvoir être qualifié. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, le statut qui a été donc mis en place dans cette loi, il envisage, donc ici j'ai mis un focus sur la notion de victime directe parce que c'est surtout pour celle-là où il y a une expertise médicale qui va avoir lieu. Mais effectivement, il y a la notion de victime directe et la notion de victime indirecte. Et donc cette victime directe, c'est celle qui se trouvait donc sur les lieux de l'acte de terrorisme au moment de l'acte et qui a subi un dommage. Donc ça, c'est vraiment la définition de la victime directe. Donc sont exclus les auteurs, les co-auteurs et les complices éventuels. Et donc, l'arrêté royal envisage donc en 2019 aussi donc les personnes qui ne sont pas belges et qui ne résident pas donc de manière habituelle en Belgique, donc pour compléter la loi. Et les victimes indirectes peuvent aussi inclure les ayants droit, donc concernant donc justement les personnes qui seraient décédées pendant les attentats. Leurs ayants droit peuvent aussi faire valoir leurs intérêts dans la démarche. Alors, pour les non-résidents, justement, puisque j'ai aussi abordé cette question, il y a quelques petites particularités dans la manière de traiter la demande ou de l'introduire. Donc, il y a quelques petites notions particulières, mais aussi par rapport à la manière de réaliser l'expertise médicale, sachant que les personnes se trouvent à l'étranger, donc la plupart ont regagné leur pays d'origine. Et donc, il y a des petites particularités qui sont décrites dans le texte de 2019. C'est vrai qu'en matière d'expertise médicale, pour les victimes qui se trouvent donc, à l'étranger, ce qui a été prévu, donc c'est une collaboration entre l'Office médico-légal et le Service public fédéral Affaires étrangères, par le biais des ambassades, de pouvoir identifier un médecin sur place, donc dans le pays de la personne, et qui s'exprime dans la langue habituelle de cette personne. Et c'est vrai que, comme l'arrêté royal est arrivé en 2019, la pandémie nous a tous touchés début 2020. Ça a été vraiment très complexe pour l'organiser d'un point de vue pratico-pratique, sachant que les déplacements au sein même d'un pays étaient très limités par le confinement. Donc on a dû être un petit peu créatifs par rapport à cette difficulté auquel on a tous été soumis, on va dire, de la même manière et intensément. Et donc, voilà, on a dû un petit peu composer avec les possibilités. Et à défaut de pouvoir organiser donc une expertise sur place, on a pu aussi parfois traiter des dossiers sur base de l'ensemble du dossier médical. On a aussi essayé de soutenir autant que possible les médecins généralistes qui étaient désignés par les ambassades, parce que ces médecins ne sont pas coutumiers
de nos outils à nous. Donc, Dr Pironnet va parler juste après du barème officiel belge de validité. Voilà, c'est le barème officiel belge, forcément, dans un pays qui est éloigné de 3000 km, ça parle un petit peu moins, c'est moins dans la culture de ce médecin. Donc, on a dû aussi pouvoir accompagner ces médecins autant que possible pour qu'ils puissent effectivement s'entretenir avec les victimes et produire un contenu qui puisse ensuite servir à la cellule des victimes civiles de la guerre et de terrorisme pour veiller à l'indemnisation. Le point suivant, ça concerne la procédure. Donc, il y a un petit schéma pour essayer de faciliter. J'espère que dans le fond de la salle, c'est lisible. Plus ou moins, je ne sais pas, vu que c'est en blanc. Donc, la demande, en fait, en elle-même, donc la demande pour pouvoir bénéficier de ce statut de solidarité nationale et de l'éventuelle indemnisation qui en découle, se fait auprès de la commission donc pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence. Donc, c'est un formulaire qui existe, auquel la victime peut avoir accès ou ses ayants droit si il s'agit d'un ayant droit. Alors, c'est illimité, donc il n'y a pas une date limite pour introduire une demande, mais le moment où la demande est formulée, introduite, ça peut avoir une influence sur la date de prise de cours. Donc, en général, avec ce formulaire, la victime joint différents documents. Donc, s'il y a déjà des documents médicaux concernant sa prise en charge, ça peut être déjà joint aussi au formulaire ou tout autre document utile. Et la demande, elle va donc transiter vers la cellule des victimes civiles de la guerre et de terrorisme, qui va juger si cette demande est fondée et recevable. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est introduire la demande. Ensuite, cette demande va être analysée et la victime va alors appartenir à l'une ou l'autre catégorie. Soit elle était présente au moment des faits, donc des faits de terrorisme, et elle va être reconnue comme victime directe, soit comme victime indirecte. Donc là, c'est à ce moment-là que ça va se dessiner. Alors, c'est vrai que la procédure en elle-même, quand on voit le chemin ici, l'initiative, elle revient à la victime ou à son ayant droit. Et c'est vrai que cette démarche ne se fait pas spontanément. Donc, il n'y a pas, sur base d'une liste de victimes, une démarche proactive pour enclencher en fait ce processus. Donc, ça demande toujours une démarche, une intention de la part de la victime ou de son ayant droit. Et on a rencontré pas mal de victimes pendant des face-à-face en 2018. Et on a constaté qu'il y avait vraiment des préoccupations tout à fait autres chez les victimes, que ce soit dans d'autres démarches administratives d'indemnisation, que ce soit dans les soins. 2018, on était encore 2 ans après les faits, donc il y avait encore beaucoup de personnes en rééducation. Et donc, ce n'était pas vraiment tout de suite une idée d'introduire donc ici cette procédure supplémentaire. Mais pour le moment, en tout cas, c'est toujours la procédure qui est prévue. Donc, c'est un déroulé de ce type-là pour pouvoir aboutir chez une victime directe, à un moment donné, à une expertise médicale. Donc, l'expertise médicale, elle n'est pas provoquée par l'office médico-légal, elle résulte de l'instruction d'une demande et ensuite, il y a une mission qui est confiée au médecin de l'office médico-légal pour rencontrer la victime. Alors, au niveau de la chronologie des missions, tout d'abord, on a une demande initiale, on commence toujours par le début. C'est une victime qu'on ne connaît pas. Il y a une demande de reconnaissance de son dommage qui est formulée donc auprès de l'office médico-légal. Et à la suite de un ou plusieurs rendez-vous, ça dépend des dossiers, un avis médical détaillé va être remis donc, par le médecin de l'office médico-légal. Et une décision va être prise, donc pas par l'office médico-légal, mais par la ministre de la Défense ou la ministre des Pensions, selon qu'on est face à une victime belge résidant en Belgique, belge ou résidant en Belgique, ou une victime non belge et résidant à l'étranger. Par rapport à cette demande, une contestation peut être exprimée par la victime, donc un désaccord sur le contenu. J'en parlerai juste à la fin de mon exposé. Par la suite, et c'est vrai que dans les 7 ans qui viennent de s'écouler, on a déjà eu quand même un certain nombre de demandes de révision en aggravation, donc des complications qui se sont produites dans la situation médicale de la personne depuis la demande initiale. Cette demande en aggravation, il n'y a pas de limite de temps. Donc la personne peut à tout moment solliciter auprès de la cellule une demande de révision. Il n'y a pas de limite en nombre
Donc voilà, pour le moment, on n'a pas quelqu'un qui nous a fait 5 demandes, mais il n'y a pas de limite en nombre. Et le taux qui aura été octroyé par le médecin pourrait être révisé pour autant qu'il y ait une augmentation d'au moins 5%. Et là, c'est vraiment à l'initiative de la victime, en fonction de l'évolution de sa situation médicale, où elle souhaite initier une demande de révision. Alors pour le moment, en 2023, on est très occupé, je remercie les collègues de la cellule des victimes civiles de guerre, pour la transmission assez massive à l'heure actuelle justement des révisions quinquennales, puisque le législateur l'a prévu, comme il l'avait fait pour les victimes civiles de guerre aussi, 5 ans après l'exécution de la décision initiale, de revoir la situation de la personne, même si le taux n'avait pas donné lieu à une rente, donc il y a un taux pivot de 10%, il y a effectivement un certain nombre de dossiers qui nous sont arrivés très récemment, et donc, oui, puisque la loi est sortie en 2017, les premières expertises ont eu lieu 2017-2018, donc on arrive maintenant à l'échéance des 5 ans, et donc voilà, donc on a l'occasion pour le moment, en tout cas, de revoir pas mal de victimes, et ça, c'est vraiment à l'initiative de la cellule des victimes. Alors, par rapport à la mission du médecin expert, sa mission, elle est très claire et très décrite dans le texte. Lorsqu'il s'agit d'une demande initiale ou une demande en aggravation, la mission du médecin expert va être la suivante, donc déterminer l'étiologie, la pathogénie, la relation médicale de causalité, le degré et la durée de l'invalidité résultant du dommage humain, et statuer sur l'indemnité spéciale pour l'aide de tiers. Donc, je pense que mes collègues vont en parler juste après, Dr Pironnet et Dr Sondag. En cas de révision quinquennale, donc c'est la révision qui est programmée 5 ans après la décision initiale, notre médecin alors doit juger si l'invalidité accordée doit être à titre permanent ou si à nouveau il faut envisager une révision de ce dossier et un nouvel examen médical dans le futur. Et l'examen est toujours réalisé par un autre médecin que celui qui a remis l'avis initial. Donc là, il y a aussi une petite particularité. Alors on a eu effectivement quelques dossiers avec un décès, notamment donc, la situation qui se trouve dans le 4e cadre, où le décès est arrivé donc, bien longtemps après les faits. Et là, le rôle du médecin de l'office médico-légal, c'est de se prononcer sur la relation médicale de causalité entre l'infirmité qu'il avait envisagée lors de son expertise avant le décès et le décès en lui-même, et dans la mesure dans laquelle ce décès est imputable à l'infirmité qui avait été identifiée. Donc, on a eu cette situation. Le 3e cadre, c'est une possibilité qu'on n'a pas eue jusqu'à maintenant. Alors l'indemnisation des victimes en tant que telle, ça prend la forme en fait d'une pension de dédommagement. Comme je l'ai déjà dit, c'est une notion donc, de réparation résiduaire, ce qui signifie donc que toute indemnisation à laquelle donne droit le même fait dommageable en est déduite, à l'exception de celle résultant d'une assurance individuelle. Cette pension de dédommagement est payable à partir d'un seuil de 10% d'invalidité qui aura été fixé donc, par le médecin expert de l'office médico-légal. Et c'est une pension qui est calculée et qui est payée par le service fédéral des pensions. Elle est payée donc mensuellement à titre d'avance tant que la situation n'est pas consolidée, donc n'est pas stabilisée au sens de l'expertise. Pour autant donc, que ce seuil de 10% soit atteint. Au niveau de la prise de cours, donc la date d'effet, c'est un peu un terme technique, mais voilà, c'est comme ça que c'est prévu dans le texte. Sa date d'effet, ça sera le 1er jour du mois durant lequel le fait dommageable se produit. Le médecin expert de l'OML peut décider aussi d'échelle dégressive ou progressive, et ça de nouveau, le Dr Pironnet, je pense, va l'expliquer juste après, ce qui peut influencer la date de prise de cours. Alors la révision, j'en ai parlé aussi, lorsque la victime sollicite donc une demande de révision pour une complication, une aggravation de sa situation, ça a un effet le 1er jour du mois de la demande, et en cas de décès, il y a une particularité aussi qui se trouve à l'article 8 de la loi.
Alors le statut en lui-même, c'est une assimilation à des victimes civiles de guerre. Donc les victimes d'un acte de terrorisme sont assimilées à des victimes civiles de guerre et ils sont invités aux hommages de la nation. Ils reçoivent une carte de solidarité nationale et ils ont droit à différents avantages. Cette pension de dédommagement dont on a parlé, elle est exonérée fiscalement. La gratuité des transports publics est également prévue et le remboursement des soins de santé dont je vais parler juste après. Le remboursement des soins de santé a fait l'objet aussi de 2 arrêtés royaux distincts, donc, qui datent de 2018 également. Le principe est un petit peu semblable à celui des victimes civiles de guerre. Et il y a des remboursements de soins de santé qui sont prévus pour les victimes directes, mais également pour les victimes indirectes, donc des victimes qui n'étaient pas présentes au moment de l'explosion sur les lieux de l'explosion, enfin de l'acte de terrorisme. Pour les victimes directes, le droit au remboursement est possible donc pour des soins médicaux, des soins paramédicaux, pharmaceutiques, hospitalisation, appareils orthopédiques, prothèses, et éventuellement des frais de transport lorsque la personne rencontre des difficultés pour se déplacer. Pour les victimes indirectes, les remboursements sont liés aux soins liés à des troubles psychiques ou psychosomatiques causés par le fait dommageable. Donc c'est plus limité. Alors qui paye ? Donc, en fait, il y a une communication de l'identité des personnes concernées vers l'INAMI qui va faire alors la courroie de transmission avec les mutuelles vers la KAMI. Et la KAMI donc, va prendre les surplus en charge. Donc, c'est un principe de résiduarité. Et il y a cette notion aussi de lien de causalité, même s'il y a une présomption de causalité pour toute une période jusqu'à la publication des textes, donc en 2018, donc entre le 22 mars et le 1er juin. Et ce lien de causalité va se faire par le médecin conseil de la mutuelle ou par la KAMI pour les personnes qui n'ont pas de mutuelle, donc en général les personnes qui résident à l'étranger. Alors au niveau des instances d'appel, bon j'ai appelé ça instance d'appel, mais peut-être pas le bon mot. Il y a plusieurs moyens en tout cas de manifester un désaccord ou une volonté en tout cas de revoir la décision. Et la première option, c'est le conseil de conciliation, qui est donc, dont le secrétariat est géré par la commission donc, qui se trouve chez le SPF Justice, la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence. Donc c'est eux qui font donc l'animation en tout cas de ce conseil, et les désaccords qui sont apportés devant ce conseil peuvent porter sur le remboursement des soins, le paiement de la pension, l'octroi du statut et l'octroi de la pension en elle-même. Cet organe, en fait, ne peut pas fonctionner en même temps que d'autres recours qui seraient initiés en parallèle, et le Conseil n'a pas pour but d'annuler des décisions qui auront été prises, mais plutôt d'avoir une approche constructive vers une solution. Et le fait de saisir ce conseil ne suspend pas les délais de recours, puisque par la suite, je précise un petit peu les délais qui sont prévus pour solliciter d'autres organes de contestation. Et le fait de faire appel au conseil de conciliation ne remet pas en question ces délais, donc il reste 60 jours ou 3 mois pour un autre niveau. Alors, la chambre médicale d'appel, c'est celle de l'office médico-légal. Donc, c'est une chambre médicale d'appel qui siège à 3 médecins. Donc, un médecin fonctionnaire, un médecin défenseur qui est désigné par les associations représentatives des victimes et un médecin président. Et la contestation se fait via donc, la commission supérieure d'appel au niveau de la cellule des victimes civiles de guerre et de terrorisme dans un délai de 60 jours après la communication d'une décision. S'il y a un désaccord persistant entre la chambre médicale d'appel et le médecin qui vise pour approbation les avis médicaux rendus, le collège de jurisprudence de l'OML peut aussi être saisi. Jusqu'à ce jour, pour les victimes de terrorisme, en tout cas, nous n'avons pas eu besoin de le saisir. Ce collège est composé de représentants des 7 facultés de médecine en Belgique, et donc il peut se prononcer aussi pour trancher dans un cas de désaccord persistant. Il y a aussi l'option du tribunal du travail qui peut se prononcer s'il est saisi donc, dans le délai qui est prévu donc, de 3 mois.
et éventuellement aussi le Conseil d'État. Donc il y a plusieurs manière, en tout cas, de faire connaître son désaccord sur les avis rendus. Bon, c'est un peu dommage de terminer sur cette note de contestation, mais comme ça, j'ai un peu parcouru le processus de demande jusqu'à la conclusion, l'indemnisation et l'éventuelle manifestation d'un désaccord. Donc, je vous remercie pour votre attention. Un très grand merci à vous, Madame Gribaumont, et nous cédons la place au docteur Jean-Paul Pironnet, président de l'Office médico-légal, qui va nous parler de l'évaluation médico-légale des lésions et séquelles des victimes d'actes de terrorisme par l'Office médico-légal. C'est correct comme ça. Très bien, merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames, Messieurs, voici donc le sujet de ma présentation. Je vais donc vous parler d'évaluation médico-légale, mais je vais vous parler de cette évaluation à la lumière de la loi du 18 juillet 2017 qui désigne, l'Office médico-légal pour les évaluations. Je tiens en effet à préciser qu'il existe plusieurs modes différents d'indemnisation des victimes et dès lors plusieurs modes différents d'évaluation des victimes. Donc je vais me limiter exclusivement à l'évaluation faite par l'Office médico-légal avec un bref rappel sur ce qu'est l'Office médico-légal. Je vais dire ce qu'on évalue, comment on évalue et avec quel outil. Alors, introduction, création de l'Office médico-légal. L'Office médico-légal a été créé par un arrêté du Régent du 7 avril 1945. L'objectif était, à cette époque, de créer un organisme d'expertise médicale performant afin de procéder à l'évaluation des invalidités des victimes de la Deuxième Guerre mondiale. En 1975, l'Office médico-légal fut complètement réorganisé et a pris sa forme qu'il a toujours actuellement, et tout en ayant gardé son identité propre et ses particularités, ses spécificités, il s'est progressivement intégré dans l'administration de l'expertise médicale, mieux connue sous le nom de MEDEX, dont il fait à ce jour entièrement partie. Alors voici un bref rappel historique. Madame Gribaumont en a déjà parlé. Comme vous pouvez le voir, l'ancêtre de l'Office médico-légal, c'était l'Office des pensions d'invalidité qui avait été créé en 1919 et qui indemnisait, qui évaluait les invalidités des victimes de la Première Guerre mondiale. Ensuite, il y a deux lois importantes. Les lois coordonnées du 5 octobre 1948 sur les pensions militaires, les invalides militaires temps de paix et les invalides militaires temps de guerre. Ce sont aussi des pensions d'invalidité. Cette législation est toujours active, d'ailleurs, pour l'ensemble du personnel militaire. Et alors, la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement, qui sont aussi des pensions d'invalidité, pour les victimes civiles de guerre, pour les victimes de persécutions raciales et pour les victimes d'actes de terrorisme. Alors, la composition, les particularités et les spécificités de l'Office médico-légal, je les ai édictées ici, mais c'est un peu trop long à expliquer vu le temps qui est imparti. Madame Gribaumont, d'ailleurs, en a parlé une bonne partie. Je vais simplement citer deux choses, c'est que les médecins experts, tous les médecins experts qui font partie de l'Office médico-légal et qui travaillent donc dans tous les centres de MEDEX, sont des médecins externes non fonctionnaires. C'est extrêmement important. Ils sont non fonctionnaires et ils sont désignés parmi des médecins qui ont au minimum 5 ans d'expérience. Souvent, ils ont même beaucoup plus que 5 ans d'expérience et ils doivent être particulièrement spécialisés dans le domaine de l'évaluation du dommage corporel et, si possible, en pathologie de guerre et dans le cadre des syndromes de stress post-traumatique.
Il en va de même pour les médecins des chambres d'appel. Je voudrais faire une petite réflexion aussi sur les visas pour approbation. C'est quelque chose qui est très spécifique à l'office médico-légal. Chaque protocole d'expertise médicale est visé pour approbation par un médecin du service de qualité médicale. Ça veut dire qu'il s'agit d'une deuxième lecture par un médecin qui n'a pas vu la personne, mais qui vérifie si la mission a été correctement et complètement exécutée et si elle répond bien à la juridiction médico-légale de notre office. Alors, il y a un article 16 de notre arrêté royal de fonctionnement que je crois important de dire. Les médecins qui, à quelque titre que ce soit, prêtent leur concours à l'office médico-légal s'acquittent d'un point de vue médical de leur mission en totale indépendance. Alors, en bref, que faut-il pour obtenir une pension de dédommagement? Il faut 5 choses. Il faut être une victime directe, il faut un dommage, un ou plusieurs dommages d'ailleurs. Le dommage peut être un dommage physique ou un dommage psychique, donc c'est un état pathologique. Il faut un fait dommageable. Dans le cas qui nous concerne, c'est l'acte de terrorisme. Il faut un lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable, et le dommage doit engendrer une invalidité minimum de 10%. Donc, nous sommes donc dans le cadre de pension d'invalidité, et c'est une évaluation totalement différente de celle du droit commun ou de l'accident de travail. Alors, un bref rappel historique. La première notion de pension d'invalidité, elle apparaît pour la première fois dans une loi du 23 novembre 1919 sur les pensions militaires qui vise les invalidités résultant des dommages de la Première Guerre mondiale. Et je vous ai mis une photo du tout premier barème des invalidités de 1920. Et je voudrais lire l'article 7 de cette loi qui dit ceci: « Le législateur a prévu l'octroi d'une pension lorsque l'invalidité atteint un seuil minimum de 10%, taux pivot qui reste toujours applicable à ce jour, plus d'un siècle plus tard. » Alors voici le barème que tout le monde connaît, c'est le barème officiel belge des invalidités, la dernière version, dont la dernière modification date de 1980. Alors ici, j'ai fait un petit diagramme de la procédure de la demande à l'indemnisation. Il n'est pas aussi bien fait que celui de Mme Gris-Beaumont, mais j'ai surtout voulu le montrer parce que tant en première instance qu'en degré d'appel, je veux montrer un peu la complexité pour les victimes depuis la demande jusqu'à l'indemnisation éventuelle. Et je veux aussi montrer que l'office médico-légal ne constitue qu'une étape dans l'ensemble du processus. Nous recevons une mission de la cellule des victimes civiles et de terrorisme et nous émettons un avis médical circonstancié. Alors la mission générique de l'office médico-légal, Mme Gris-Beaumont vous l'a dit, je vais peut-être la dire une fois pour que mon exposé soit cohérent, mais je vais le dire de façon plus simplifiée qu'elle. En ce qui concerne les victimes directes, c'est déterminer le lien de causalité entre les lésions invoquées et le fait dommageable, donc l'acte de terrorisme, fixer la durée et les taux des invalidités et se prononcer sur l'octroi éventuel de l'aide d'une tierce personne. En ce qui concerne les ayants droit, de façon extrêmement simplifiée, déterminer le lien causal entre le décès et l'acte de terrorisme. Mais je simplifie très fort. Alors, quels sont les principes fondamentaux que l'on doit respecter lorsque on fait une évaluation de pension d'invalidité? Il y a toute une série de principes qui sont importants. Et je le répète, la pension dédommagement est une pension d'invalidité. Le barème officiel belge des invalidités est donc et reste donc absolument impératif. Le taux minimum indemnisable, 10%, je l'ai dit, et chaque invalidité doit être évaluée distinctement. J'en parlerai un petit peu plus loin. Une demande de pension de dédommagement peut être faite pour un seul dommage, mais pour plusieurs dommages physiques ou psychiques, et le médecin expert doit évaluer distinctement chaque dommage. Alors,
la réparation est résiduaire, Mme Gribaumont l'a signalé, mais quelque chose de très important, la loi prévoit la réparation d'un état pathologique s'il est établi que celui-ci résulte incontestablement du fait dommageable tombant sous l'application de la loi. Dans l'évaluation de cette invalidité, il y a lieu de déduire des pourcentages déterminés en vertu du MOBI les taux qui, dans le même organe, appareil ou fonction, résultent de séquelles dues à des facteurs étrangers antérieurs, concomitants ou postérieurs aux faits dommageables. Alors il y a cette notion donc de facteurs étrangers antérieurs, concomitants, postérieurs qui est un peu particulière, qui est vraiment spécifique de l'évaluation des pensions d'invalidité. Et en ce qui concerne ces facteurs, il faut se positionner par rapport aux dommages qu'on évalue, par rapport aux dommages, et la notion d'antériorité, de concomitance ou de postériorité, elle se situe par rapport à l'acte de terrorisme lui-même, au fait dommageable. On pourra avoir donc, j'ai inscrit une définition des facteurs étrangers. Les antérieurs, c'est une diminution qui doit être scientifiquement prouvée et évaluable objectivement de l'intégrité physique ou psychique par suite d'un état pathologique qui existait avant le fait dommageable. Les facteurs étrangers concomitants, c'est la même chose, mais par suite d'un état pathologique qui existe simultanément au fait dommageable et sans lien causal avec celui-ci. Et pour les postérieurs, c'est surtout pour les demandes de révision d'aggravation très tardives. Ce sont des facteurs étrangers qui surviennent ou qui sont aggravés après le fait dommageable et sans lien causal avec celui-ci. Alors, c'est important dans la mesure où il faut comprendre le tableau de taxation que les victimes reçoivent. Il y a donc une taxation à la date due. La date de prise de cours de la taxation, c'est le jour du fait dommageable. C'est à partir de cette date-là que commence l'évaluation des invalidités temporaires dans un premier temps. Et lorsque les invalidités temporaires deviennent des invalidités permanentes, donc lorsqu'on consolide, on inscrit dans le tableau de taxation séparément les invalidités pour chaque pathologie revendiquée. Et comme vous pouvez le voir, on indique d'abord le taux global d'invalidité qui est justifié par un article du barème officiel belge des invalidités. Bon, un dommage, quel qu'il soit, donc c'est un état pathologique, c'est une diminution d'intégrité physique ou psychique, il peut avoir une cause unifactorielle, il peut être causé uniquement par le fait dommageable. À ce moment-là, le taux imputable est égal au taux global. Comme je viens de l'expliquer, un dommage peut avoir des causes multifactorielles. Dans ce cas-là, on peut être amené à retirer des facteurs étrangers et le taux imputable sera égal au taux global moins les facteurs étrangers. C'est d'ailleurs donc sur le taux imputable qu'est calculé le montant de la pension de dédommagement. Échelle dégressive et progressive, il y a une petite particularité, c'est différent de l'évaluation en matière d'accident de travail et de droit commun. Les invalidités temporaires sont établies bona fide par estimation rationnelle à partir des éléments du dossier et à partir de l'anamnèse, sur base d'un article du BOBI qui s'appelle l'article 785 du BOBI, lésions non consolidées. Alors il y a une grande différence aussi entre les évaluations des invalidités temporaires et incapacités temporaires. On ne donne 100% d'invalidité temporaire qu'en cas d'alitement, d'hospitalisation ou d'admission dans un institut de rééducation. Alors je vais, mais Mme Gribaumont en a déjà parlé, donner quelques particularités des demandes de pension de dédommagement pour nouvelle affection. Bon, une
ce qui est important, elle l'a dit, c'est qu'il n'y a pas de limitation dans le temps pour l'introduction d'une demande de pension de dédommagement. Et c'est particulièrement important pour les éventuelles séquelles tardives, méconnues encore à ce jour, par exemple du blast ou de l'inhalation de fumée toxique. On peut introduire une demande, même très tardivement. Ça peut avoir quand même une seule conséquence, c'est sur la date de prise de cours de la taxation, qui serait à ce moment-là le premier jour du mois de la demande. Et le médecin expert doit, je l'ai dit, toujours évaluer séparément et distinctement dans le tableau de taxation chaque lésion, chaque blessure, chaque infirmité. Le taux global des invalidités, ce n'est pas une addition simple des taux de chaque dommage invoqué, sinon on arriverait à des aberrations. Alors, le taux global des invalidités, c'est ce qu'on appelle la règle de Balthazar, bien connue par la grande majorité des médecins. Je ne vais pas l'expliquer ici, ce n'est pas l'objet de cette réunion, mais c'est une compétence des juridictions administratives. Et la règle de Balthazar, elle est surtout logique et cohérente pour des infirmités qui sont indépendantes les unes des autres et qui n'ont entre elles aucun lien de connexité. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle la règle de Balthazar. Et je voudrais aussi dire une chose, pour ne pas l'oublier, c'est que de plus en plus souvent, nos médecins experts sont confrontés dans le BOBI à des pathologies qui ne sont pas présentes spécifiquement dans le BOBI. Alors, il y a une astuce, il faut choisir un article par analogie ou par assimilation. En procédant de la sorte, on peut tout évaluer avec le BOBI. L'assimilation étant définie comme étant un acte de l'esprit qui considère une chose comme semblable à une autre. Donc on peut encore tout évaluer avec le BOBI. Ça, ce sont les partisans du BOBI qui le disent. Donc j'ai dit qu'on doit évaluer séparément les invalidités. La règle de Balthazar, c'est l'administration qui la calcule. Néanmoins, dans certains cas, le médecin expert de l'office médico-légal peut proposer lui-même un taux d'invalidité globale par combinaison ou par estimation rationnelle. Il doit le préciser de façon explicite dans son protocole d'expertise médicale. Et je vais prendre un exemple. On fait une combinaison ou une estimation rationnelle, ce n'est pas pour des invalidités qui n'ont qu'un lien les unes avec les autres, mais par exemple pour une cervicobrachialgie, pour une fracture de l'épaule, une fracture du coude, une amputation de 2 doigts de la main, c'est la même fonction, c'est le membre supérieur. Si on faisait une estimation rationnelle, le taux serait sans doute trop bas. Alors, si on faisait, la règle de Balthazar, le taux global serait sans doute inférieur à la réalité. Et à ce moment-là, le médecin expert peut lui-même choisir un taux par combinaison ou estimation rationnelle. Et je donne la définition. La combinaison est l'évaluation sous une même rubrique de séquelles différentes se rapportant à un même membre, une même fonction ou un même appareil physiologique. Tandis qu'une estimation rationnelle consiste en une estimation globale d'un ensemble de lésions dont les conséquences sur l'intégrité physique peuvent se combiner ou se confondre. Je n'ai pas le temps de montrer beaucoup d'exemples, mais il faut néanmoins avoir à l'esprit qu'il y a des taux pivots à ne pas dépasser. Il faut savoir, par exemple, que dans le BOBI, une amputation au niveau du membre supérieur, c'est maximum 85%, article 72. Quand on fait une estimation rationnelle ou une combinaison, si on a toujours un bras, même s'il est fort handicapé, on ne peut pas dépasser 85%. Même chose au niveau d'un membre inférieur, par exemple, amputation au niveau de la hanche, 90%. Les révisions quinquennales, Madame Gribaumont en a parlé aussi. La pension de dédommagement est d'abord une pension temporaire. Après 5 années, elle est revue d'office à l'office médico-légal. C'est un médecin différent, elle l'a dit aussi. Je n'ai plus grand-chose à ajouter, si ce n'est que c'est un autre médecin que celui qui a vu la personne en première instance qui décide, mais il est tout à fait libre ici aussi d'augmenter le taux, de laisser un statu quo ou de diminuer.
la pension temporaire devient à ce moment-là une pension définitive. Il y a quand même une chose qu'elle n'a pas dit, elle me laisse quand même une petite primeur pour dire une chose, c'est que en révision quinquennale, il y a une obligation de respect de la décision de la chose coulée en force de chose jugée. Je veux dire par là que une décision, un dommage qui a été reconnu imputable en première instance, on ne peut sous aucun prétexte revenir sur cette imputabilité, même partielle. Tout ce qui a été coulé en force de chose jugée doit être maintenu. Ça, donc, c'est pour les révisions quinquennales. Les révisions en aggravation, heureusement aussi, sans limitation dans le temps, chaque victime directe peut introduire une demande de révision en raison de l'aggravation de complications ou de séquelles d'infirmité physique ou psychique ayant donné lieu à une pension de dédommagement. On peut, même à 95 ans, je vais prendre le cas des militaires, puisque les militaires dépendent des pensions de réparation, qui sont aussi des pensions d'invalidité, un militaire peut à 95 ans faire une demande de révision en aggravation pour une diminution d'audition. Même si pendant une bonne partie de sa vie, il a été soumis à des tirs qui lui ont diminué son audition, mais il est évident que à un âge aussi avancé, il est possible qu'il ait une hypoacousie qui soit quand même fort importante. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de chances qu'une partie de cette hypoacousie soit due à de la presbyacousie liée au vieillissement du système. Et voilà un exemple où on peut éventuellement procéder à un retrait de facteurs étrangers postérieurs. C'est un exemple concret que je prends. Mais dans le cadre des révisions en aggravation complications, elles peuvent se faire aussi donc pour les victimes avec taux d'invalidité inférieur à 10%, pour les victimes qui ont eu des affections reconnues imputables mais non invalidantes, un 0% imputable peut 20 ans après devenir un 30% imputable, et aussi pour les victimes qui ont bénéficié uniquement d'une pension de dédommagement temporaire. Si elle disparaît après la 5e année, on peut faire une demande de révision en aggravation. Et il y a ici aussi le respect des décisions coulées en force de chose jugée. J'ai presque fini, mais je voudrais parler des indemnités pour aide d'une tierce personne. Elles ne sont pas explicitement mentionnées dans la loi du 18 juillet 2017. Ici, il y a une faute de frappe, c'est pas 17 juillet, c'est 18 juillet. Mais l'article 30 de cette loi dit « Les victimes directes d'actes de terrorisme bénéficiaires d'une pension de dédommagement sont assimilés aux victimes civiles de guerre en ce qui concerne les divers avantages. » Et l'article 10 de la loi du 10 mars 1954 dit ceci: « Une indemnité spéciale pour aide d'une tierce personne peut être octroyée aux invalides qui, par leur infirmité, sont incapables de se mouvoir, se conduire ou d'accomplir seuls certains actes essentiels de la vie. » Donc, chaque médecin expert doit, dans son expertise, émettre un avis sur l'octroi éventuel d'une indemnité pour aide d'une tierce personne. Et la grille se trouve aux pages 5 et 6 du barème officiel belge des invalidités. Et les pathologies sont classées en 5 catégories, et chaque catégorie renferme un certain nombre de degrés. Et dans chaque degré, dans chaque catégorie, il y a... Je vais dire, les catégories sont classées de façon croissante en sévérité pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie. Je précise que cette grille date d'un arrêté du Régent du 22 octobre 1947. J'ai fait des recherches à ce sujet-là et elle n'a plus été modifiée depuis. Heureusement, on facilite la vie des médecins experts. Les cas non prévus explicitement dans l'énumération des 5 catégories peuvent être rattachés par analogie ou assimilation à l'une ou l'autre des catégories envisagées. La décision finale revenant à la commission administrative. Je fais ma conclusion. Encore une minute. Donc, les victimes de terrorisme sont des victimes civiles de guerre, pension de dédommagement, bobby impératif. Je tiens quand même à préciser que l'office médico-légal n'évalue que de l'invalidité et rien d'autre.
On n'évalue pas les incapacités économiques, les incapacités personnelles, les incapacités ménagères. On n'évalue pas le dommage moral, on n'évalue pas les préjudices. On ne fait que de l'invalidité. Pas de limite dans le temps pour introduire les demandes ou les révisions d'aggravation. Il s'agit d'un mode d'indemnisation des victimes, mais il n'est pas le seul. Alors, un dernier slide, je vais aller très vite. On nous a demandé de réfléchir un petit peu à des sujets éventuellement d'amélioration. Je vais aller très vite. Je n'en revendique pas la paternité, mais on doit penser à l'expertise médicale unique, mais ce n'est pas une idée qui vient de moi au départ, je le dis bien humblement. Mais en disant ça, je pense surtout aux grandes souffrances que les victimes ont endurées depuis ces actes de terrorisme. Et la souffrance a continué avec les expertises. Il y a des victimes qui sont passées à l'office médico-légal, ils en étaient à leur 3e expertise. Ça, c'est inconcevable. On a constaté une grande lassitude, une exaspération de la part des victimes. On doit les aider en essayant de proposer une expertise médicale unique. Alors, le BOBI, il présente de plus en plus de lacunes et on peut se poser la question de savoir si on ne devrait pas penser à faire une mise à jour du BOBI, parce que le BOBI, comme certains disent, n'est pas uniquement un barème qui date du passé, qui ne sert qu'à la guerre. Je le répète, tout le personnel de l'armée actif et même les retraités doivent encore avoir le BOBI de façon impérative, comme en matière d'allocation familiale majorée ou certains avantages fiscaux pour les moins de 21 ans. Voilà, je suis un peu désolé de ne pas avoir pu entrer plus dans les détails, mais je vous remercie pour votre attention. Un très grand merci, Dr Pironnet, pour ces informations très éclairantes. Nous avons reçu plusieurs questions concernant le BOBI, vous y avez répondu. Une autre question pour vous. Dans la révision quinquennale, pourquoi l'évaluation est faite par un autre médecin? L'évaluation est faite par un autre médecin parce que c'est la loi qui l'a édictée comme ça. On ne fait que respecter la loi. La loi du 15 mars 1954 et les lois coordonnées du 8 octobre 1948 prévoient que c'est un médecin différent de celui qui a fait l'expertise en première instance qui doit faire la révision quinquennale. Je suppose que c'est pour montrer un souci extrême d'objectivité. Je suppose que c'est peut-être ça le sens, mais c'est inscrit dans la législation et on ne fait que respecter la législation. Oui, il faut la changer peut-être. Je vous écoute. Merci beaucoup, Dr Pironnet. Une deuxième question. Quelle grille d'évaluation du lien de causalité est utilisée? Y a-t-il différents degrés au niveau du lien de causalité? Donc probable, lien très probable ou certain. Est-on binaire, oui ou non? Non, on n'est pas binaire. Comme je l'ai dit, un dommage peut avoir plusieurs origines. Un dommage peut avoir des causes multifactorielles. Et parfois, le dommage est exclusivement dû au fait dommageable. Dans ce cas-là, le taux global d'invalidité est égal au taux imputable, mais parfois, le dommage est partiellement imputable au fait dommageable. Par exemple, il y a des personnes qui avaient déjà des lésions avant le fait dommageable. Il est évident que dans ce cas-là, la loi nous oblige à retirer des facteurs étrangers, soit antérieurs, soit concomitants ou postérieurs. Je vais quand même prendre un exemple. Si une personne se trouve à un endroit où il y a un blast, même s'il n'est pas très près, il a des problèmes respiratoires, il demande une pension de dédommagement pour des problèmes respiratoires, mais il se fait que cette personne-là était dans un métro pour aller voir son pneumologue pour vérifier sa BPCO, qui est quand même fort avancé. Il est évident que dans ce cas-là, en toute bonne foi, le médecin expert est obligé de retirer à ce moment-là des facteurs étrangers concomitants, puisque la loi dit que on indemnise le dommage s'il est en lien causal exclusif avec le fait dommageable. Donc, voilà. Donc il n'y a pas de grille, c'est pas oui ou non, c'est parfois oui partiellement. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Pironnet. Voilà.